Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire, sur cette quinzaine de l'attractivité aujourd'hui dédiée au monde du transport et de la logistique. Et donc j'aurai le plaisir aujourd'hui, dans une deuxième partie, d'accueillir Frédéric Boncher, qui est directeur des ressources humaines de l'entreprise LAE Global Logistique. Dans un instant, avant de commencer, je vais vous expliquer... Ah oui, pardon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlotte et chez Steeple, je suis en charge d'animer les webinars et les conférences. Voilà, et donc je m'occupe en partie de la partie expertise en communication interne. Avant de commencer, je voulais faire un petit rappel sur les fonctionnalités du webinaire, mais bon, je suis sûre que vous êtes tous rompus à cet exercice maintenant. Vous allez pouvoir échanger entre vous depuis la fonctionnalité converser, mais également lever la main. Ça vous permet justement de liker ou si vous voulez réagir à quelque chose. Et bien évidemment, vous allez pouvoir, tout au long du webinaire, dès maintenant, commencer à nous poser des questions et à poser des questions à Frédéric, donc depuis l'onglet questions-réponses. Et bien sûr, le kit replay, les slides et un guide aussi, premium, qu'on va vous transmettre à l'issue de la session, sûrement demain matin. Voilà. Alors, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, donc l'attractivité et la fidélisation des salariés, aujourd'hui dans le secteur du transport et de la logistique. Derrière cette thématique se pose une question: comment finalement attirer, puis intégrer, mais aussi fidéliser les salariés du secteur du transport. Donc avant d'y voir un problème, c'est surtout une opportunité finalement, si on prend un petit peu de hauteur globale, pour finalement améliorer l'attractivité de son entreprise dans un secteur d'activité. Et comme chez Steeple, on aime bien les choses pratiques, eh bien, on a voulu, avant de passer la parole à Frédéric, eh bien, vous donner une checklist de l'attractivité, des choses plutôt pratiques qu'on a déjà mis en place et qui se découlent. Donc voilà, vous pouvez, à travers 6 étapes, je vais repasser dessus une à une. Donc là, vous voyez, première, identifier et valoriser ses forces, capitaliser sur son territoire géographique. 3, connaître sa marque avant de se lancer dans la marque employeur. 4, améliorer sa communication interne. 5, investir sa marque employeur. Puis 6, développer un parcours collaborateur. Si je reviens dessus rapidement. Première étape, identifier et valoriser ses forces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parfois, on voit des entreprises vouloir absolument développer des choses nouvelles, développer peut-être des compétences aussi ou communiquer sur des choses sur lesquelles elles ne sont pas forcément à l'aise. Je vais vous donner un exemple tout de suite, mais finalement, mieux vaut travailler sur ses forces qu'investir ses faiblesses. Tout simplement, si vous avez déjà des choses identifiées, une culture d'entreprise familiale, une forte politique RH, un service de formation, un management participatif ou tout simplement aussi un bassin d'emploi ou une attractivité forte du territoire, et bien, ça va être important d'investir là-dessus plutôt que d'aller développer et communiquer sur des choses sur lesquelles vous n'êtes pas vraiment sûr. Ça a un avantage, c'est l'authenticité, c'est que dans la manière de communiquer, que ce soit en interne ou en externe vers une cible potentielle de futurs collaborateurs, eh bien, ça aura l'air vrai puisque ça l'est. Donc voilà. Première étape, identifier et valoriser ses forces. Deuxième étape, j'en ai un petit peu parlé, capitaliser sur son territoire géographique. C'est des efforts aussi qu'il ne faut pas laisser de côté. Se rapprocher des organes publics comme la région, les territoires, ça peut aussi mettre des chances de son côté, notamment auprès des CCI. C'est aussi continuer à développer son réseau auprès des écoles, des filières bien comme l'alternance ou l'apprentissage, et aussi créer des liens forts avec les partenaires, les prestataires, tous les gens, en fait, toutes les personnes, les entreprises qui transitent par votre entreprise. C'est important d'avoir un rapport fort avec eux pour justement grandir dans ce territoire. Étape numéro 3, connaître sa marque avant sa marque employeur. Si vous savez répondre à ces questions qui sont juste là, qui apparaissent à l'écran, eh bien, je pense que vous pourrez facilement, ou en tout cas avec plus de facilité, vous lancer dans la marque employeur. Quelle est la vision de l'entreprise, sa culture, son histoire, ses valeurs, la valeur perçue? Quelles sont les promesses qui sont faites aux collaborateurs, peut-être les engagements pris autour d'un projet d'entreprise? Ce sont des questions importantes qui permettent de se connaître finalement aussi le moyen de les véhiculer ou de les travailler, ça peut être autour du projet d'entreprise,
Donc projet plus global qui rassemble tous les collaborateurs, mais aussi via des enquêtes, des sondages qui peuvent être aussi mis en place par le concours des ressources humaines avec l'appui des managers. Voilà, donc connaître sa marque avant de foncer sur sa marque employeur. Quatrième étape, améliorer sa com interne. Ça paraît simple, mais finalement, avant de commencer à mettre en place des stratégies pour communiquer en externe, ça peut être intéressant de mieux communiquer en interne, d'améliorer sa communication interne, tout simplement pour favoriser l'engagement et la fidélisation des salariés, de faire ce travail interne, de cette transformation interne. Et vous le voyez à travers ce cercle vertueux, vous voyez que dès qu'on améliore une étape, eh bien, forcément, ça impacte l'autre. Donc, je vous laisserai prendre connaissance du schéma. C'est un schéma qu'on communique assez souvent, mais on voit que la communication interne est souvent la clé, justement, pour aller améliorer certaines étapes importantes dans l'entreprise. Étape numéro 5, investir sa marque employeur. Eh bien, on en parlait tout à l'heure autour des forces de l'entreprise. Eh bien, derrière, ça va être identifier vos critères. Sur quels critères je vais décider de communiquer. Ça peut être autour d'une cible. Donc, se poser la question de où se trouvent les collaborateurs, les futurs salariés que je cible. Ça peut être aussi des choix sur des canaux de communication à privilégier. Alors évidemment, on va penser aux canaux digitaux, aux réseaux sociaux. Mais voilà, identifiez vos critères de choix, identifiez vos forces et sur quels critères vous allez communiquer, quels canaux vous allez privilégier. Et donc, j'ai passé aussi ce point-là, mais encore une fois, avoir en tête de l'authenticité et de la transparence sur ce que vous allez communiquer comme message autour de votre marque employeur, c'est important. Et enfin, dernier point, ça va être aussi de créer une relation avec votre cible. Et ici, elle est double. On pense tout de suite aux futurs collaborateurs, futurs salariés que l'on souhaite embaucher, mais c'est aussi une relation qui se crée avec les collaborateurs en place, parce que finalement, c'est eux la première cible des messages. Ils vont voir les messages que vous allez communiquer, évidemment, en interne, mais aussi en externe. Et les collaborateurs, c'est aussi une force dans la stratégie de marque employeur, parce qu'ils vont l'apporter, ils vont l'enrichir et créer de la valeur. Donc, c'est aussi une relation et une conversation qu'il faut instaurer avec eux. Dernier point, développer son parcours collaborateur. Je pense que ce point-là ne vous est pas étranger, c'est-à-dire que dès l'arrivée d'un nouveau collaborateur, il ne faut pas négliger son arrivée. C'est important de bien communiquer. Peut-être, on voit beaucoup d'entreprises qui font des communications, des messages, des vidéos aussi pour introduire l'arrivée d'une personne. C'est un média qui est de plus en plus utilisé et à bon escient parce que c'est aussi un média très, très viral qui plaît beaucoup. On fait passer de l'émotion, on valorise aussi les parcours. Donc, il y a plein de choses qui sont créées autour de ça. Et puis, c'est surtout développer des outils et des habitudes. Donc là, on parle d'un kit de bienvenue, un kit d'onboarding. Ça peut être aussi à toutes les étapes de parcours de vie du collaborateur dans l'entreprise. Ça va être de la formation, du parrainage, du suivi des carrières, de la promotion. Et ce qui est important, c'est de marquer ces étapes aussi autour de la communication et de savoir valoriser le parcours de ses collaborateurs et de bien communiquer en interne. Enfin, un dernier message à vous transmettre, quelques derniers conseils avant de passer la parole à Frédéric. Ce qui est important pour véhiculer et matérialiser tout ça, c'est d'avoir aussi des outils et surtout un outil pour communiquer les valeurs, pour pouvoir transmettre cette culture et tous ces messages. On sait que d'avoir plusieurs outils, ça brouille un peu le message. Donc, important déjà d'avoir cette remise en question. Si vous envisagez une transformation, il faut l'envisager de l'intérieur, faire un petit état des lieux de ces outils, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et puis, surtout, vous avez une force, c'est les collaborateurs qui sont engagés, qui sont engagés, qui sont fidèles, qui sont moteurs et qui sont vraiment dans le projet de l'entreprise. Et donc, ils enrichissent cette culture, cette entreprise, et ils sont créateurs de valeur. On l'a vu dans les différents exemples que j'ai montrés. Donc, c'est important d'y faire attention, d'en prendre soin et de mettre en place des actions autour. Voilà, ça y est, j'ai terminé ma partie. Je passe à la deuxième partie de notre webinaire qui est un témoignage aujourd'hui de Frédéric. Comment l'AE Global Logistique a réussi
eh bien, à développer l'attractivité de son entreprise et on va le voir tout de suite. Frédéric, est-ce que tu m'entends? Dis-moi que oui. Est-ce que tu m'entends? Comment? C'est bon, tu m'entends? Ouais, super bien. Bon, Ok. ça fonctionne. Eh bien, on est ravis de t'accueillir sur ce webinaire Steeple. Ravi. Euh, Est-ce que tu peux euh, déjà te présenter, nous expliquer ce que vous faites chez la Haye? Alors moi, je m'appelle Frédéric Bonnecher, j'ai 47 ans. Je suis chez l'AE depuis bientôt 6 ans. Le groupe l'AE, c'est un groupe d'environ 1500 salariés, une vingtaine d'implantations en France et un métier essentiellement du transport, un peu de logistique, mais essentiellement du transport. Ok, merci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Hop, voilà, j'ai changé de slide. Comment ça se passe alors au sein de l'entreprise? Là, on a évoqué pas mal d'idées. Est-ce que ça fait écho à des choses, des problématiques déjà, un contexte autour peut-être déjà du recrutement? Ouais, alors déjà, en fait, la première chose, c'est qu'on fait un métier. Alors, je viens de l'industrie. Dans l'industrie, quand je sentais une tension sur un bassin d'emploi, sur une usine, dans une phase de recrutement, on pouvait aller voir son directeur général et puis lui dire je crois qu'on va avoir du mal à trouver du monde. Et puis, on pouvait trouver une alternative robotique. Je l'ai vraiment connu. Hein. J'ai connu des phases où des démarrages de process automatisés ont tout de suite permis de nous soulager de 20, 30, 40 besoins en recrutement. Dans le transport, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Dans le transport, il y a une très forte pression autour du recrutement, puisque si on ne trouve pas le chauffeur qui est demandé, c'est le camion qui ne part pas et c'est le chiffre d'affaires qui n'est pas réalisé. Il n'y a pas d'autre alternative. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a plusieurs points spécifiques au transport. Donc le premier, je vous l'ai dit, c'est quand même qu'on ne peut pas se passer des chauffeurs. Le deuxième, c'est qu'on est sur un métier en tension. C'est une tension j'ai presque envie de dire, c'est présomptueux, mais international, puisque c'est très difficile en Bretagne, c'est très difficile en France, c'est très difficile en Europe, et je sais que pour les Nord-Américains, c'est également très compliqué. On est toujours classé en France et en Europe dans les métiers les plus pénuriques, euh, avec les plombiers, enfin des fonctions bien spécifiques. On va dire pas spécialement attirantes, mais finalement, quand on dresse la liste des fonctions qui ne sont pas attirantes, on se demande quelles fonctions restent attirantes pour une frange de la population. Voilà, forte tension sur l'emploi, métier pénurique. Ce qui est aussi propre au transport, c'est le turnover. Déjà, on a un préavis de démission pour un chauffeur qui est de 7 jours, donc c'est extrêmement compliqué. Parce que quand on reçoit sa lettre de démission, en général, il est déjà quasiment parti. Et, et puis, euh, et puis, on a des chauffeurs en fait qui sont relativement individualistes, qui savent que le marché est à leur pied et qui, par rapport à ça, sont assez impulsifs et n'hésitent pas sur un coup de tête à changer d'entreprise. On est sur un niveau de turnover qui est d'à peu près 20% dans l'entreprise. Alors, ça peut paraître énorme aux gens qui ne sont pas du secteur. Il faut savoir que le taux d'équilibre du turnover dans le transport, défini par rapport au nouveau système de bonus-malus sur la contribution chômage, pour ceux qui me suivent, c'est 47%. Voilà. Donc, ça veut dire que Pôle emploi identifie un turnover moyen dans le transport de 47% et qui vise à sanctionner ceux qui auraient plus de 47% de turnover et à favoriser économiquement par le biais de la contribution chômage ceux qui auraient moins de 47%. Donc, nous, on n'a que 20%, c'est juste énorme. Et 20% concrètement, dans une entreprise comme la nôtre, 1500 salariés, c'est 300 départs chaque année. Voilà. 300 départs qui sont subis pour l'essentiel. Comme on a des dirigeants qui sont ambitieux, ils nous demandent d'avoir plus d'effectifs pour faire plus de chiffre d'affaires. Et grosso modo, chez nous, c'est 400 recrutements chaque année pour 300 départs en face. Donc, c'est un plus 100 à la fin de l'année. Donc, c'est un effort faramineux, insoupçonné. Moi, j'ai 47 ans, j'ai jamais connu ça. J'ai jamais connu une telle débauche d'efforts pour assurer la pérennité et le développement de l'entreprise. Ok. Donc, je ne sais plus comment était formulée la question par rapport à l'AE. C'était comment l'AE a réussi Oui. à attirer, fidéliser, motiver, etc. ses salariés. Intégrer. Euh, c'est bien présomptueux là aussi. Hein. On n'a pas réussi, hein, forcément, on ne peut pas réussir dans un contexte aussi difficile. Donc, on va plus de dire comment l'AE fait de son mieux pour y Oui. parvenir. En fait, je veux dire par là comment là tu nous dresses
l'image un petit peu globale. Tu nous poses la problématique, mais finalement, là, tu as commencé à y répondre. Voilà, vous investissez beaucoup sur le recrutement. Donc, c'est 400 recrutements pour 300 départs. Mais finalement, si on découpe un petit peu ces phases, dans la partie attraction, attractivité, recrutement, quelles sont les petites actions mises en place? Est-ce qu'il y a de l'innovation dans la manière de recruter, dans les actions mises en place est-ce que vous développez des projets Bah, RH déjà, je pense qu'on a appliqué le livre de recettes que tu as présenté en introduction. Donc, on a cherché à savoir qui on était. Alors, Mhm. c'était évident sans être évident. Euh, on a identifié, comme tout le monde, des points faibles. On s'est dit, comme tu l'as précisé, que bah, c'était un élément, mais qu'on avait le droit aussi, plutôt que de se faire du mal, d'insister sur nos points forts. Et puis, on s'est questionné quand même pour savoir si ce qu'on considérait nous comme des points forts, c'était réellement des points forts aux yeux des candidats et du marché en général. Donc, pour ce qui est de la haie, la réponse, elle tient en trois mots, en fait, hein. On est une ETI, donc une entreprise de taille intermédiaire, à actionnariat familial, avec un style de travail convivial. Donc, ETI, familial, convivial, c'est nos trois supports. Pourquoi on insiste là-dessus et pourquoi on se définit comme tel avant tout? Parce qu'on est convaincu qu'une ETI, c'est un modèle intermédiaire qui nous permet de ne pas apparaître comme un petit bricoleur, entre guillemets, mais pas non plus comme une grosse entreprise avec beaucoup de paperasse et de contraintes. Donc, on se sent relativement agile sans être trop amateur, en fait. Donc, et je pense que c'est quelque chose qui est vendeur. Voilà. Enfin, on pense plus exactement que c'est quelque chose qui est vendeur par rapport aux candidats potentiels et notamment par rapport aux jeunes. Donc, voilà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est à actionnariat familial. Donc, on a des dirigeants qui sont la famille Taé, qui sont nos actionnaires, mais qui sont surtout nos dirigeants. Et au quotidien, on les voit tous les jours. Tout le monde dans l'entreprise a l'opportunité de les rencontrer tôt ou tard dans l'année, sur n'importe quel site. Ils sont présents, ils incarnent l'entreprise, et ça, c'est porteur de sens. Je pense qu'on préfère toujours travailler pour des gens qu'on trouve sympathiques, responsables, engagés, investis, convaincus, que de travailler pour bon, c'est pas méchant, mais bon, un grand actionnaire du CAC 40, un fonds de pension, un fonds d'investissement, on voit pas forcément l'objectif, la finalité, le but parfois inavoué de leur action. Pour nous, c'est très clair. Voilà, pour nous, c'est très clair. On est au service d'une stratégie qui a été définie par la famille et qui vise à maintenir le transport, ses emplois, à ne pas faire de nous une entreprise virtuelle qui n'aurait pas de camion, pas de chauffeur, qui ferait que de la sous-traitance. Et tout ça, on en est fiers et on le partage facilement avec la famille. Et puis enfin convivial parce que c'est le style de la famille Laet. Ce sont des gens très simples, très accessibles, les pieds sur terre, qui ont une vie comme n'importe qui. Ils vivent dans le vrai monde et par rapport à ça, ils sont très ouverts et ils ont créé, sans s'en rendre compte, en fait, un vrai climat de convivialité dans l'entreprise. Tout le monde communique avec tout le monde partage, il n'y a pas de niveau hiérarchique, il n'y a pas d'échelon, il n'y a pas de strate. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'agréable et de contemporain. Donc, il n'y avait pas de raison qu'on ne le mette pas en avant parce que c'est une réalité. C'est Voilà. intéressant ce que tu dis sur la partie, comment dire, je reviens sur ce que tu disais, on n'est pas une entreprise digitale, donc ça veut dire que vous voyez, il y a de l'échange, c'est ça, moi je rebondis sur ce que tu disais. Oui, on n'est pas une entreprise digitale. En même temps, on a des dirigeants. Enfin, moi, j'ai un dirigeant qui s'appelle Mathieu Lahaye, c'est le directeur général du groupe. Mhm. Il a pris la suite de son père. Il a 37 ans maintenant. Donc, il est jeune, en tous les cas, par rapport à moi. Et il nous dit toujours qu'on peut travailler d'où on veut, comme on veut. Qu'il s'en fiche, hein. Il m'a déjà dit, mais moi, je m'en fous. Tu peux travailler les Bahamas si tu veux. Du moment que tu es au boulot et que tu es efficient, je m'en fous. Donc, il a ce côté malgré tout digital et il nous demande d'avoir des process très digitalisés. Mhm. Il a beaucoup rajeuni ma façon de travailler par son exigence à ce titre-là. Mais en même temps, voilà, il a ce contact et on a ce contact dans l'entreprise. On est dans un métier très, très humain, Mhm. hein. On est dans un métier à forte main-d'œuvre et c'est vraiment quelque chose qu'on partage à tous les niveaux de l'entreprise. Et d'ailleurs, quand on a des nouveaux embauchés, c'est toujours ce qu'ils nous disent. Voilà, c'est vraiment sympa chez vous. Ah, alors comment ça se passe justement quand il y a des nouveaux embauchés? Vous avez un process, des étapes mises en place pour l'accueil, le suivi? Alors, il y a évidemment différents parcours, on va dire,
d'embauche, d'intégration. Ça dépend de la fonction, de la localisation, etc. Mais on n'a pas tout réussi là encore. Donc là, on a eu beaucoup d'embauches à la rentrée. Mhm. Donc on a fait des petits groupes, on a brassé les gens en fait. J'ai envie de dire que l'important, c'était pas nécessairement la qualité de leur parcours à la suite de leur embauche, mais plus exactement le cœur qu'on y mettait et puis le brassage qu'on créait en fait. Il n'y avait pas grand-chose de commun entre un informaticien et puis un commercial. Et pourtant, ils ont fait une bonne partie de leur parcours d'intégration ensemble. Et finalement, ils ont trouvé ça plutôt sympathique parce que il y a eu un espèce de cross-knowledge qui s'est fait Ok, entre leurs fonctions et puis les gens qu'on leur demandait de rencontrer. Donc, nous, on avait voulu optimiser, simplifier les choses. Et, et, euh, et eux, ils ont trouvé ça plutôt sympa parce que du coup, l'informatique a traité des sujets commerciaux, le commercial a traité des sujets informatiques. Et tout ça, en fait, dans le quotidien, ça se rejoint. Hein. On fait plus de business sans informatique et on a une interface toujours nos clients, donc c'est fondamental. Mais je pense que ce qu'ils vont retenir, ce qu'ils ont retenu, c'est voilà, c'est qu'on a pensé à les accueillir, les intégrer, euh, prendre du temps pour qu'ils soient reçus par différentes personnes de l'entreprise. Et c'est la considération qui est la plus importante dans un parcours Mhm. d'intégration. Voilà. C'est vrai. Maintenant, vu la taille de l'entreprise, on a pour objectif en fait de faire des lundis d'intégration de manière digitale, de manière systématique. On ne le fait pas encore, on commence à le faire. Donc en fait, avoir un rendez-vous ritualisé tous les lundis à la suite des embauches qui peuvent se faire chez nous, à Lyon comme à Lille, à Brest comme à D'accord. Toulouse. Donc il faut absolument qu'on ait un trait d'union en visio qui garantisse un minimum d'intégration et de maîtrise de l'information que l'on remet lors de l'intégration. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, c'est au cœur des différents sites. C'est un rendez-vous tous les lundis où il y a une sorte de présentation de l'entreprise, des différentes personnes qui prennent la parole et tous les métiers, tous les nouveaux embauchés s'y rendent, ceux qui sont derrière un ordinateur ou non, en fait, c'est ça, si je comprends bien. Alors, ça, c'est ce qu'on voudrait faire en fait. D'accord, oui, oui, voilà. Oui, oui. Non, Okay. mais c'est Aujourd'hui, on fait des parcours d'intégration de ci, de là, de manière coordonnée, mais pas toujours harmonieuse et ritualisée. OK. Et pour être sûr qu'il y ait un tronc commun de qualité d'accueil et de qualité d'information qui soit véhiculé pour chaque intégration dans le groupe, Mm. on va ritualiser justement un rendez-vous systématique pour les promotions, entre guillemets, qui OK. arrivent chaque semaine, puisque quand je vous dis 400 recrutements par an, ça veut dire 8 nouveaux collaborateurs toutes les semaines. Mais oui. Non, mais c'est intéressant en tout cas de ritualiser, d'avoir un jour dédié à la semaine. Et Mm. ok, ok. Je ne sais pas si vous qui nous écoutez, vous avez mis ça en place, mais bah, tu nous diras ce qu'il en est, les retours là-dessus. Mais déjà, euh, si naturellement, spontanément, il y a des collaborateurs qui viennent vous voir et qui vous disent bah, je me suis senti bien intégré, j'ai aimé le parcours d'intégration. Donc c'est déjà une bonne piste et une bonne voie, quoi. Est-ce que petite question, est-ce que vous avez l'habitude de diffuser des messages ou promouvoir peut-être aussi les nouveaux arrivés, pardon, les nouveaux arrivants, ou c'est pas quelque chose que vous faites? On a un système de vidéo dynamique. Alors, De c'est pas pour vidéos, pardon? l'instant De vidéos dynamiques? dynamique. Hein. Ah d'accord, ok. Voilà. Donc, c'est pas pour l'instant celui Steeple. Il est très bien. Il est encore un petit peu trop cher pour nous. Je suis désolé. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Mais on se sert beaucoup des télés en fait chez nous, puisqu'il y en a dans tous les sites. Ok. On se sert beaucoup des télés. Alors, les télés permettent de faire soit de l'info au niveau national, de manière transverse, soit de gérer de l'info locale au niveau Mhm. d'une télé locale dans une agence. Mais voilà, on se sert effectivement beaucoup des télés par rapport à ça. Ouais. D'accord. Et donc à travers les télés, vous diffusez bien des vidéos de nouveaux arrivants, des Bon, choses comme pour le moment, c'est des photos avec un petit speech hein, sur l'origine, le profil et puis la destinée, on va dire, de la personne qu'on a embauchée. ça. D'accord. C'est à minima. Selon les fonctions, ça peut être doublé d'un email, soit à tout le monde, soit aux équipes concernées, en fait, sur une arrivée, et parfois aussi sur la stratégie à laquelle elle répond. Ok, ok, d'accord. Donc ça, c'est pour Voilà. la partie accueil, intégration des nouveaux arrivants. Pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est important de savoir qui on est. C'est Mhm, important d'identifier ses points forts et en particulier ceux qui sont en phase avec des attentes du marché. mhm. Après, évidemment, ça ne suffit pas, hein, on s'est dit, hein, il faut savoir communiquer là-dessus. Et ça, c'est vraiment très important.
Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de recrutement sans parler de communication. Euh, c'est bien d'être fort, mais si on ne le fait pas savoir, ça ne sert à rien. On est sur un marché où les acteurs du recrutement sont plus passifs qu'avant. Hein. C'est-à-dire qu'avant, quand on cherchait du boulot, on disait aux candidats, tu dois te renseigner, tu dois trouver de l'info, tu dois chercher, tu dois savoir qui est la bonne entreprise pour toi, etc. Mhm. Aujourd'hui, le chemin est inverse, en fait. C'est nous Oui. qui allons vers les candidats. Et donc, évidemment, la communication digitale par rapport à ça est hyper importante. Donc, nous, on vient enfin, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'on ait tout réussi, parce qu'on vient seulement il y a 2 mois de mettre en ligne un nouveau site internet avec un deuxième site lié qui est un site RH. Voilà, on a enfin des valeurs et une communication qui sont en phase avec ce qu'on affiche sur Internet. Ça, c'est fondamental. Et puis après, je pense qu'il ne faut pas négliger les réseaux sociaux de son métier. Alors évidemment, LinkedIn, c'est un réseau social très approprié. Mais enfin, souvent, on se moque de nous parce que, avec ma responsable de recrutement, on aime bien utiliser Facebook. Parce que tout le monde nous dit, mais Facebook, évidemment, tu as 47 ans, ça ne te choque pas. Mais enfin, c'est un peu dépassé. Tout le monde est passé à autre chose, Insta, je sais pas quoi, TikTok, etc. Oui et non, parce qu'en fait, nous, dans le transport, nos chauffeurs, qui ont en moyenne 43 ans dans l'entreprise, hein, sont très, très attachés à Facebook. C'est le média, le réseau social qu'ils utilisent. Mhm. Et je pense que c'est vraiment important d'identifier les supports de communication, alors de les pratiquer d'une part, mais d'autre part d'utiliser ceux qui sont en phase avec ce qui est Ouais, communément employé dans le métier. je suis d'accord. Et donc, du coup, vous avez déjà mis en place des communications sur Facebook, ça fonctionne? À Facebook, ça fonctionne. Alors, j'ai plus le nombre d'abonnés. J'ai envie de dire qu'on doit être 3005, 4000. On a 1500 salariés, on a 900 chauffeurs sur les 1500 salariés. Je suis convaincu qu'on a au moins largement déjà la moitié de nos chauffeurs qui sont sur Facebook. Mhm. Mais après, au-delà de ça, il y a un effet de diffusion en fait, hein, autour des partages, des likes, etc. Donc, on a une communauté de chauffeurs très très large qui nous suit grâce à Facebook et qui identifie un ADN LAE grâce à Facebook. Voilà. Donc pour nous, c'est un support très très important qu'on doit encore mieux utiliser que ce qu'on fait aujourd'hui. On y met du cœur, on y met parfois un peu de personnel, hein, je dirais, mais on doit mieux communiquer par rapport à ça. On est sur une vraie réflexion actuellement pour développer beaucoup plus de contenu vidéo dans l'entreprise, aussi bien sur la formation que sur le recrutement. Alors sur la formation, c'est pour instiller des pastilles d'intervention de nos dirigeants pour avoir quelque chose de très personnel au travers de nos formations qui soit dispensées à nos Mhm. salariés, pas quelque chose d'impersonnel qui soit dispensé par un consultant externe. Mais pour le recrutement, c'est pareil. Voilà, les gens sont très demandeurs. On a un site internet où il y a beaucoup de témoignages vidéo. Et je pense que aujourd'hui, bien plus qu'un grand discours très corporate sur un site un peu aseptisé, ce qui compte pour les gens, c'est d'avoir un ressenti. Voilà. Et Mhm. la vidéo, pour ça, c'est fondamental. Mhm. Surtout qu'on voit aussi naître de plus en plus dans les prises de parole des dirigeants, justement ce format de vidéo assez courte, où justement le dirigeant se rend accessible aussi par la vidéo, il n'y a plus de mise en scène très formelle. Et je pense que ça aussi, ça concourt quand on est une entreprise comme la tienne qui se veut conviviale, familiale, de montrer l'image de son dirigeant dans ce sens. Donc ouais, c'est euh, c'est c'est une bonne pratique, c'est une bonne idée. Donc si je comprends bien, si je reviens sur la partie marque employeur, parce que là tu l'as abordé, plein d'actions mises en place, une refonte du site web avec un accès recrutement directement pour les personnes qui voudraient postuler, aussi une communauté et une page Facebook pour la marque employeur et la communication externe forte. Donc plein de points positifs sur lesquels vous capitalisez. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous avez mis en place en interne justement pour peut-être fidéliser les collaborateurs? Est-ce que il y a d'autres sujets qui vont vous occuper en 2020, 2021? Vous avez développé des projets RH? En fait, il y a plein de choses. Et je vais en oublier 90% si je l'égrène, donc je vais pas faire de bêtises. Bon, Mhm. déjà, en vieux RH que je suis, il ne faut pas oublier les fondamentaux du métier. Les fondamentaux du métier, alors on les a un peu suspendus avec la crise Covid, mais c'est quand même. Alors nous, on a une vingtaine d'implantations régionales.
c'est quand même d'être présent régionalement pour animer au niveau du recrutement l'ensemble de nos agences et pas juste celles qui sont autour du siège social, hein. Oui. Donc, et par rapport à ça, pour moi, il y a deux fondamentaux auxquels on ne doit jamais renoncer. C'est participer régulièrement à des salons de l'emploi locaux, parce que c'est quand même des, 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 des moyens de résonance traditionnels, mais qu'il ne faut pas négliger. Mhm. Et puis aussi de nouer des relations écoles localement. Voilà, ça reste des basiques du métier et je ne pense pas que ce soit obsolète aujourd'hui que de dire ça. Euh, Après, ça peut être tout un tas de choses, hein. Nous, dans notre métier, par exemple, dans une semaine, il y aura les 24 heures du Mont Poids Lourd. Ok. Euh, on y invite les meilleurs chauffeurs de nos agences. Alors, les meilleurs chauffeurs au sens éco-conduite, hein, donc ceux qui ont la meilleure éco-conduite, la meilleure conduite économique et écologique. Euh, mais on en fait un événement de recrutement. Cet événement-là, c'est un événement, on va dire, d'incentive interne, de communication interne, mais il est piloté, animé par ma responsable recrutement formation parce que euh, avoir un chapiteau sur le bord des 24 heures du Mont Poids Lourd avec 20, 30, 40 personnes de chez la Haye, dont l'essentiel sont des chauffeurs, je peux vous dire que c'est du recrutement pour nous parce qu'en fait, les gens s'arrêtent et disent, ben, c'est quoi cet attroupement de gens qui sont en polo rouge, qui ont l'air Ouais. sympas, qui sont en train de rigoler. L'entreprise a l'air vachement jeune, vachement fraîche. Il y a les dirigeants qui sont là, parce que nos dirigeants sont là. Mhm. Et donc, en fait, pour nous, c'est du recrutement. Voilà. Et je pense qu'il faut jamais obérer le fait que voilà, toute action d'entreprise euh, véhicule quelque chose, donne du sens. Et on doit toujours, à mon sens, connecter le contemporain de l'entreprise avec son objectif de recrutement. Voilà. Surtout dans le transport, parce que comme je vous l'ai dit, pas de chauffeur, pas de camion, pas de chiffre d'affaires. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reprend un peu l'idée que j'ai proposée tout à l'heure, qui est finalement pas de se servir, j'aime pas vraiment ce mot-là, mais de propulser aussi ces collaborateurs qui sont fiers, parce qu'il y en a, de travailler pour l'entreprise, peu importe l'entreprise, et finalement bah, de les mettre en avant, ils enrichissent euh, bah, l'entreprise et grâce aussi à leur implication. Par exemple, on voit sur une opération comme celle-ci qui mêle un peu événementiel et recrutement, et bien tout simplement, bah, voilà, on voit la force du collectif aussi et ça permet de susciter peut-être des vocations, des adhésions à l'entreprise. Donc c'est hyper positif, quoi. Et puis, c'est totalement cohérent avec ce qu'on veut communiquer. Je vous ai Mm. dit ETI familial convivial. Donc voilà, on Ouais. a des moyens, on fait des choses agiles, des choses originales, dans un style convivial, en présence de la famille. On est parfaitement cohérent, aligné, et on doit capitaliser là-dessus, c'est fondamental. Ok. Tu me disais, j'ai plein d'idées d'action, plein de choses, je vais peut-être en oublier. Autour de la cooptation, est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez chez la Haye? Comment ça se... Alors, on la pratique sur des métiers en tension, Ouais. on ne la pratique pas sur tous les métiers. Euh, on la pratique avec des primes alors qui sont versées à la signature du contrat de travail, à la fin de la période d'essai et 6 mois après l'embauche. Donc, Euh, plus les salariés, mieux les salariés s'intègrent dans l'entreprise, plus le coopteur percevra une prime intéressante. Chez nous, c'est essentiellement pour les chauffeurs routiers qu'on pratique cette prime. On communique là-dessus. Et d'ailleurs, il est obligatoire dans les agences. On a un plan d'audit interne, en fait, hein. Et dans les points, bêtement, qu'on audite en interne, hein, on vérifie que chaque agence affiche toujours et met toujours en avant cette Ok. communication sur la prime de cooptation. Voilà. Donc, après, c'est vrai que j'ai une équipe qui travaille avec un certain sens de l'objectif et du pragmatisme. Et à chaque fois qu'on démarre un recrutement, avant de se jeter sur les job boards et les CV Tech, Mhm. euh, on a tendance à harceler un petit peu les demandeurs et leurs collatéraux, en fait, parce que il n'y a rien de plus insupportable pour nous que de galérer sur un recrutement. Et puis, au bout de 6 mois et de la troisième personne qu'on a enfin identifiée, que le hiérarchique nous dise: Ah, mais je le connais. Ah, mais je le connais. Genre, j'aurais pu te le donner dès le début, mais j'y ai pas pensé. Voilà. Ouais. Et donc, on n'oublie pas, voilà, d'interpeller fortement les gens en leur disant, voilà, avant de me dire que je trouve personne pour toi, et puis voilà, que tu me dises à la fin, je le connais, cherche dans ton réseau, cherche, voilà, identifie, scanne un peu toute ta liste de relations sur Mm. LinkedIn.
passe en vue ton carnet dans lequel tu ranges toutes tes cartes de visite, parce que je suis sûr que tu en connais moins de deux ou trois. Voilà. C'est intéressant, le pragmatisme et la communication, j'imagine, avec les différents responsables de site. Il y en a 20, 22, c'est ça Ah, il y a une vingtaine de sites, mais en fait, il y a des sites qui sont multi-activités. Donc, on a des hiérarchies très opérationnelles, on en a 25-30. Ok, ok. Après, je ne l'ai pas dit, mais dans l'entreprise, depuis longtemps, il y a une tradition qui est très salutaire, c'est qu'en fait, on a toujours été des recruteurs conséquents sur des profils d'alternants, de jeunes en alternance. Euh, Au début, on trouvait ça plutôt sympathique et citoyen, et puis on en était fiers. Et puis, quelques années après, quand on arrive dans une agence, on commence à avoir des postes clés, voire à des postes à responsabilité importante, voire très importante. Des gens qu'on a connus tout jeunes et qui étaient nos alternants il y a 5-10 ans. Et, au début, ça fait totalement partie de notre politique de recrutement que de se dire, j'investis fortement dans une politique d'alternance, de contrat pro. Mhm. Euh, je noue des relations intensément et régulièrement avec des centres de formation avec lesquels on a une vraie proximité, dont on partage les diplômes qu'ils proposent, etc. Et ça, c'est vraiment pour nous. Chaque année, c'est, allez, on va dire 15 à 20 personnes qu'on recrute sur des fonctions de sédentaires. Donc, quand je vous dis qu'il nous en faut 400, il nous en faut peut-être une cinquantaine sur des fonctions sédentaires et on en fait 30-40% en fait par ce biais-là. C'est pas négligeable. Mhm. Voilà. Et puis, c'est hyper sympa hein, dans une entreprise de brasser des gens fidèles, un peu anciens, et puis des jeunes qui sont tombés dedans tout petits et puis qui veulent déjà porter les valeurs de l'entreprise. C'est un super mix. Ok, bon, bah écoutez, écoute, pardon, c'est hyper intéressant et ça me rejoint aussi la question que je voulais te poser et que tu as fait un petit peu, dont tu as parlé au début. Tu disais, voilà, on est une entreprise aussi où il y a une proximité, la hiérarchie n'est pas non plus trop présente, il y a un style de management participatif. Est-ce que aussi cette jeune génération, ça a permis de renverser un peu tout ça, de rebattre un peu les cartes c'est aussi un facteur d'attractivité, je pense, dans une entreprise. Je pense que c'est un des très, très gros sujets actuels, en fait. Hein. En fait, on en prend plein la tronche tous les jours. Hein. Ah, Bah oui, parce qu'en fait, on se dit, tiens, je l'ai embauché parce qu'il est comme ci, il est comme ça, et puis il va bosser comme ci, comme ça. Et puis, en fait, en particulier, enfin, tout spécialement avec les plus jeunes, hein, en fait, hein, on se rend compte que c'est pas nous qui posons les règles du jeu. De plus en plus, c'est eux qui posent les règles du jeu. On va embaucher une personne qui nous annonce entre le moment où elle a signé sa promesse d'embauche et le moment où elle arrive que bah, finalement, on est basé à Rennes, elle a signé pour venir bosser à Rennes, mais qu'elle va plus habiter à Rennes. Mais elle ne demande même pas notre autorisation, en fait. Hein. C'est juste informatif et encore, elle le fait presque par sympathie et politesse. Hein. Donc, on n'a pas notre mot à dire. Hein. Donc, les règles du jeu, on a du mal à les maîtriser. On a alors un management très varié hein, dans l'entreprise, hein, on est multi-site. Hein. mhm. Mais on a une vraie prise de conscience actuellement euh, du management qu'on doit adopter par rapport à ça. Euh, Il y a des gens qui naturellement sont très ouverts d'esprit et qui s'adaptent en fait aux exigences, aux contraintes qui sont posées par une nouvelle génération. Il y a des gens qui le sont beaucoup moins. Et on prévoit tout un programme de travail sur la fin d'année et le début d'année prochaine en fait, pour qu'on s'éveille en fait aux nouvelles générations qui arrivent et qu'on sache à la fois répondre à leurs attentes, mais à la fois garder un cadre. Voilà. C'est pas parce que les candidats ont le pouvoir qu'on doit tout leur concéder et tout lâcher. En même temps, on peut pas rester à l'écart de leurs aspirations, leurs demandes et puis de ce qui est de notre temps. Et oui. Donc, on va essayer de développer, enfin, c'est une réflexion qu'on a actuellement et on dit que c'est un point qui est fondamental sur le turnover, la fidélisation et l'attractivité. On va essayer de développer un management cadré mais individualisé. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Moi, oui, après, je ne sais pas ceux qui nous écoutent, mais alors, cadré, mais individualisé, je vois bien. En fait, c'est que si on donne un espace, on va dire, de liberté, c'est donner un cadre, en fait, aux gens dans lequel ils sont plutôt libres, c'est ça? C'est ça, c'est un petit peu l'exercice qu'on a fait sur le télétravail. Alors nous, on l'avait fait avant la crise Covid, mais
on peut pas dire dans une entreprise, surtout quand elle est grande et multiple, bah, c'est bon, hein, on peut faire du télétravail dans l'entreprise. Il faut quand même qu'à un moment, on pose le cadre du télétravail. Bah, c'est vrai sur beaucoup d'autres choses, sur les horaires, sur les systèmes de délégation, sur les organisations hiérarchiques, sur les rituels de communication, les rituels de management, etc. Donc, en fait, je pense on va fixer un certain nombre d'items non négociables sur des points et des rituels de management et de communication. Et puis, à côté de ça, on va éveiller nos managers pour qu'ils intègrent le fait que euh, pour l'un, tel sujet n'est pas très important, pour l'autre, il l'est, et réciproquement, et inversement. Donc, il y a des gens qui sont, je sais pas moi, qui s'en fichent de finir tard le soir au boulot, mais qui, par contre, quand ils en ont besoin, n'acceptent pas qu'on leur refuse une journée un peu de joker pour, je sais pas, aller faire une activité personnelle ou une contrainte très personnelle. Il faut qu'on sache identifier pour chacun quelles sont ses attentes personnelles et profondes et que on essaye de les intégrer dans la façon dont on le gère. Je sais pas si tu m'as suivi. Si, si, je vois bien. Je pense que c'est fondamental. Donc voilà, il y en a, ils veulent de la liberté pour ci, il y en a, ils veulent de la liberté pour ça, il y en a, ils veulent de la délégation, il y en a, ils veulent de la formation, il y en a, ils veulent de la liberté sur les horaires, de la liberté sur les congés. Voilà. Il faut savoir identifier l'exigence, l'attente de chacun et puis essayer d'y répondre parce que sinon, on aura un problème de fidélisation. Ouais, mais justement, ça rejoint un petit peu toutes mes questions parce que là, c'est la troisième phase, on va dire, attirer, intégrer, fidéliser. Mais je pense que tu y réponds un petit peu déjà. C'est finalement, on est dans une entreprise de 1500 personnes avec une moyenne d'âge de 43 ans. C'est comment répondre aux attentes de l'entreprise et ça passe aussi par les différents modes de management, quoi. C'est aussi se renouveler non, mais c'est hyper intéressant. D'autres choses sur la fidélisation, d'autres peut-être projets sur Déjà, 2022? dire que la fidélisation chez nous, c'est un vrai enjeu parce que fidéliser dans une entreprise qui recrute peu, voilà, c'est un enjeu. Mm. Fidéliser dans une entreprise qui recrute beaucoup, c'est un énorme enjeu en fait. Oui. Parce qu'on vient chercher, entre guillemets, hein, sur le marché de l'emploi, des gens dont on se dit qu'ils ont une certaine compatibilité avec ce qu'on veut faire et nos valeurs. Mais ils sont pas tombés dans le chaudron comme Obélix dans la potion magique. Hein. Ouais. Et donc, ils n'ont pas encore cette attirance, ils ne se sentent pas incarner l'entreprise dans les premiers mois, les premières années. Et donc, c'est important pour nous, en fait, de faire en sorte qu'ils s'identifient à l'entreprise et réciproquement. Et ça passe beaucoup, beaucoup, beaucoup par le management et aussi beaucoup par euh, La communication interne au hasard? ouais, alors de la communication interne. Oui, oui, de la communication interne. Tu ne perds pas le nord. Mais aussi la Oui. formation interne, intra, hein, donc une formation avec soit des animateurs en interne, soit des animateurs en externe, mais pour un groupe dédié de l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment important. Et puis, dans l'entreprise, par exemple, on développe depuis 1 ou 2 ans ce qu'on appelle un vie ma vie. Un Ah. vie ma vie, Mm, c'est d'offrir la possibilité à quelqu'un d'une agence d'échanger son poste quelques jours, quelques semaines avec quelqu'un du même poste ou pas dans une autre agence. Donc, on considère qu'il y a par ce biais-là un enrichissement professionnel, mais il faut bien voir aussi que en faisant ça, on tisse du relationnel, oui. et le relationnel, c'est quand même un des leviers de fidélisation parmi les plus importants. Je pense que Mm. n'importe qui quitte une entreprise dans laquelle il ne sait plus se dira tôt ou tard, ah, j'aimais beaucoup mes collègues, j'aimais beaucoup un tel, un tel, un tel, alors mes chefs, mais aussi mes collègues. Et donc, voilà, aider à tisser du relationnel, c'est important. Oui, c'est important de savoir pourquoi on travaille et avec qui on travaille. Mm. Et finalement, l'événement, c'est aussi une réponse. Tu nous parlais des 24 heures du Mans poids lourd et de cet événement RH recrutement avec ses collaborateurs. Est-ce que, alors le Covid, ça ralentit un petit peu tout le monde, mais vous avez aussi des grands-messes, des événements ou des choses peut-être en région par site? Qu'est-ce que, pour justement créer ces relations, faire de l'humain Oui, alors, ouais, alors, là aussi, je vais oublier plein de choses, hein, puis je vais peut-être partir des sujets qui me tiennent à cœur et dont certains
dont je suis à l'origine, donc il y a un petit peu d'arrogance de ma part. Mais euh, déjà, chez nous, comme on est multiples, variés, on avait décidé de créer un petit système d'audit interne, en fait. Donc, on a créé ce qu'on appelle un l'AE 200. Et dans l'AE 200, on a identifié 200 règles intangibles que chacun de nos 20 sites, en fait, doivent respecter. Et c'est des règles très simples, hein, je vous l'ai dit, parce qu'il y en a une parmi celles-là, c'est je veux voir l'affichage prime de cooptation dans n'importe quel site où je me déplace. Voilà. Ok. Mais il y a aussi, par exemple, dans l'AE 200, l'obligation, entre guillemets, c'est bizarre, hein, mais bon, d'organiser chaque année une réunion d'information totalement commune. L'obligation d'organiser chaque année un événement festif et convivial. Voilà, donc ça peut Ok. être une après-midi pétanque, molki, ce que vous voulez, avec un barbecue, sur site ou à côté, une soirée bowling. Mais voilà, on veut s'assurer qu'il y a quelques règles, alors au niveau professionnel, exploitation, transport, etc., mais aussi beaucoup au niveau social, en fait, hein, Mhm. qui sont bien respectées dans l'entreprise, et ça, c'est fondamental. Voilà. Après, donc, alors l'audit, c'est des règles qu'on impose, c'est aussi des déplacements qu'on s'impose en fait pour réaliser ces audits. Hein, donc, c'est 2 fois par an. Donc, 2 fois par an, on va voir 2 cadors entre guillemets de la direction qui viennent sur un site et c'est une bonne occasion pour nous d'y aller si on n'a pas eu d'autres occasions d'y aller. Donc, ça me paraît important de créer tout le temps du trait d'union, un trait d'union. Et puis après, il y a des rituels propres à chaque pôle, chaque agence, etc. Mais on a aussi, par exemple, bientôt, là, dans un mois, on a un séminaire, donc un séminaire qui réunit tous les encadrants de l'entreprise. Donc, c'est un vieux terme encadrant, hein, mais bon, les encadrants sont des gens qui nécessairement ont une équipe à animer. Voilà. D'accord. Et donc on reprend un rituel qu'on n'a pas pu tenir évidemment en 2020. Donc, et pour répondre à ta question, il y a beaucoup de choses qui ont sauté en 2020. C'était le cas des 24 heures du Mans, c'était le cas de ce séminaire qu'on fait annuellement. Mais on sent le besoin de le reprendre. Alors, pas tant parce qu'on a besoin de descendre des messages, entre guillemets, mais parce que les gens ont besoin de se retrouver. Voilà. Oui. Quand on est multi-site, dans une activité où les agences interagissent beaucoup les unes entre les autres, les gens ont besoin de se retrouver, les gens ont besoin de ce contact humain. Et ça va être un moment de convivialité. Je pense qu'ils voilà, ils vont nous écouter, hein, mais ils auront surtout à cœur de profiter des moments avant et après le séminaire, et ça me paraît très important. Ok, ok. Bon, bah, c'est plein de choses hyper positives et nous aussi, on a hâte de remettre en place des événements, de recréer du lien. C'est vrai on avait un petit peu arrêté tout ça. Et tu as une question aussi. Justement, tu disais que eh bien, les chauffeurs, ils étaient certains assez individualistes. C'est facile quand même d'organiser par les encadrants des choses, des réunions, de l'informel, du formel avec eux pour justement créer du lien dans l'équipe. Bon, alors, d'abord, si on ne le fait pas, on nous le reprochera. Peut-être. Voilà. Mhm. Bon, après, on ne le fait pas pour ça. Après, on n'oblige personne. Mais vraiment, on n'oblige personne. Maintenant, je pense que si on est sur une population de gens normaux et cohérents, je sais pas, ils ne peuvent pas nous reprocher un manque de communication si eux-mêmes ne viennent pas Oui. s'associer à des événements de communication qu'on organise. Donc, non, je pense qu'on a une participation spontanée, naturelle qui correspond au noyau dur des gens qui ont envie de s'investir dans la durée dans l'entreprise. Et on essaye d'y associer à la marge les derniers embauchés. Mais non, on a des taux de participation sur nos événements internes, on va dire, qui sont Ouais. assez bons. Il y a d'ailleurs des choses qui nous échappent et qu'on va ritualiser. Hein. Euh, Là, dernièrement, sur ce début d'année, en fait, on a organisé une formation où on voyait 20 responsables d'exploitation qui sont 20 personnes clés de nos 20 agences Mhm. sur un sujet. Donc, c'était co-animé par moi-même et puis un responsable de contrôle de gestion. Alors, ils ont beaucoup, beaucoup aimé cette formation parce que c'était pour eux l'occasion de rencontrer, de passer du temps avec des interlocuteurs qu'ils ont envie de connaître, qu'ils ont envie de pratiquer, mais qui n'ont pas souvent l'occasion de pratiquer. Donc ça, c'est une chose. Pour moi, cette formation, c'était beaucoup finalement de la communication et du management. Il faut jamais l'oublier. Et puis les gens sont contents qu'on take care d'eux. Donc c'est vraiment important pour eux. Voilà. Surtout que c'était pas une formation sur tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'était plutôt une formation où on les interpellait sur le sens, les priorités de leur métier, la façon de bien travailler, de se gérer, etc.
Mais alors, ce qui nous a fait beaucoup rigoler, beaucoup réfléchir, c'est qu'en fait, quelque chose qui nous a échappé, c'est la veille de la formation. Voilà, la veille de la formation, ils sont tous arrivés assez tôt. Ils sont tous organisés avec leur chef d'agence pour être libérés assez tôt. Et puis, ils se sont retrouvés parce qu'il y avait un match, ça devait être l'Euro, je crois. Ah oui. Il y avait un match de foot. Il y a un chef d'agence sur une agence à côté du site, là, du siège, qui a amené un vidéoprojecteur. Il a utilisé une salle de réunion. Et puis, bon, je vous avouerai qu'il y a eu quelques bières qui ont circulé, hein. Et puis, ils se sont fait une soirée. Alors, il y avait des garçons, il y avait des filles, hein, il y avait de tout, hein. Et donc, ils se sont fait une soirée très, très conviviale. Et on s'est rendu compte, on s'est rappelé qu'il était vraiment important pour ceux qui se déplacent en formation de profiter de ce temps-là pour rencontrer, visualiser, approfondir, mieux connaître leurs collègues. Et c'est quelque chose qu'on va maintenant ritualiser, en fait. Voilà. D'ailleurs, ça permettra de cadrer la convivialité et Oui. éventuellement l'alcoolisation de ce type de soirée. Ok. Mais on va l'encadrer, on va en tirer profit et je pense que c'est vraiment important et ça rejoint encore une fois la convivialité. Ok, merci beaucoup Frédéric. Est-ce que tu as encore quelque chose que tu voulais ajouter, quelque chose que tu voulais encore partager, auquel tu n'aurais pas pensé? Sinon, je vous invite, si vous avez des questions, à nous les poser, à les poser à Frédéric. On sera ravis d'y répondre. Voilà. Je vais quand même dire que Oui, le recrutement, c'est de plus en plus hard. ouais, Il n'y a pas d'autre terme actuellement. Alors, en Bretagne, dans le transport, mais en général, hein, je pense que tout le monde déplore oui, la situation de l'emploi par rapport à sa situation professionnelle. Euh, je pense qu'il est important d'avoir une organisation autour du recrutement parce qu'on doit privilégier l'efficacité, la rapidité, le pragmatisme. Nous, on a choisi une solution régionale avec Pure Recrute, hein, une solution informatique hein, qui nous permet en fait de générer un multi-posting de nos annonces sur plusieurs supports, payants ou gratuits, d'accord. et d'avoir plusieurs interlocuteurs qui sont acteurs du recrutement. Ça peut être soit des RH, soit des directeurs de pôle, soit des directeurs d'agence. Mais en fait, à un ou à plusieurs, en même temps ou alternativement, on peut intervenir sur un recrutement pour qu'il avance le plus vite possible. Ça, je pense que c'est fondamental dans notre métier. Mhm. Et d'ailleurs, c'est un point qui est souvent relevé positivement par les candidats, c'est de dire bah, vous avez été les plus rapides. Voilà. Oui, ok. Vous m'avez contacté tel jour, on s'est vu tel jour, j'ai fait mon deuxième rendez-vous tel jour, j'ai une proposition à la suite. Ouais. Et donc, il y a des outils pour ça, type Recruit, qui sont vraiment très bien fondamentaux Donc, c'est et dans lesquels l'outil il ne faut que pas vous hésiter à utilisez investir. ok, chez Hop. Live. Ouais, Bah, c'est voilà. l'outil qu'on utilise aussi, ouais. Je vais faire rigoler Cécile, responsable recrutement de l'AI. Il faut rester très pragmatique et multicanaux. Multicanaux, voilà. Il ne faut pas oublier on est plusieurs sur le marché de l'emploi. Il y a les job boards, mais il y a tous les intervenants, que sont les centres de formation, les missions locales, des confrères, des collègues. Voilà. Donc, il faut pas hésiter à faire feu de tout bois pour utiliser tous les moyens qu'on a à sa disposition parce que c'est pas que c'est la guerre, mais ça va finir par le devenir. Ok. Merci pour eh bien, tous ces conseils. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses. C'est hyper intéressant. Ça donne envie de vous rejoindre. Moi, je trouve que, en tout cas, l'entreprise que, que vous avez donne envie et c'est plein de choses positives. J'espère que vous, qui nous écoutez, pardon, c'est pareil. Vous avez, j'espère, noté des choses que vous pourrez mettre en place ou ça vous a rassuré sur ce que vous mettez en place. Moi, je vois qu'il n'y a pas de questions pour le moment, mais il ne faut pas hésiter, hein. Vous avez la partie questions-réponses et l'onglet converser aussi. Donc, s'il n'y a pas de questions, écoutez, on va arrêter, on va couper le webinaire, mais en tout cas, n'hésitez pas. Alors, je repasse un petit tour. Tac. Non, j'en vois pas. Ok. Bon, ben, un grand merci, Frédéric. Ah, si, on a quelque chose là. Alors, tac. Merci, très bel exemple. Un message d'Aurélie. Voilà. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Merci à tous. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas de questions, c'est que c'était très clair. De toute manière, vous pourrez retrouver le kit replay avec notre témoignage, le témoignage de Frédéric, ainsi qu'un guide. On va vous donner une matrice, un template, un kit d'onboarding. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Donc, il sera à retrouver dans le kit, ainsi que la présentation.
Voilà, un grand merci Frédéric encore pour ce témoignage. J'espère qu'on aura l'occasion de se recroiser pour échanger toujours sur ces sujets d'attractivité et de recrutement. Merci à vous qui nous avez suivis pour ce webinaire spécial transport logistique dédié à l'attractivité et au recrutement. Un grand merci à tous. Et puis, un dernier petit message que je vais lire. Merci à vous de Benjamin. Donc merci à tous, à très bientôt et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et un des webinaires aussi consacrés à l'attractivité dans le secteur de la grande distribution, entre autres. Merci à tous, bon appétit et à très bientôt. À bientôt. Merci. À bientôt.